Les gens ont peur du changement climatique. On dit le climat qui change, 2 degrés, 4 degrés. Ils n'ont absolument pas peur des pertes de la biodiversité. Mais si on ne change pas tout de suite, on va avoir des problèmes dont on va payer les conséquences très longtemps. L'océan profond est très particulier. Il est très ancien et très stable depuis très longtemps. Et vous savez que le chalutage en particulier est extrêmement, violemment provocateur de changements sur un fond, et que ces fonds sont les derniers à être préparés à des changements. Rien n'a changé dans ces fonds océaniques profonds depuis très très longtemps. La même température, il n'y a pas de lumière, et l'acidité est la même, la salinité est la même. Donc chaque petit changement aura un impact beaucoup plus fort que ce qu'on a pu faire sur les plateaux continentaux. Moi je vis en Méditerranée, je vous défie de trouver 1 mètre carré entre la surface et 300 mètres entre Barcelone et Marseille sans trace de chalut au fond. Le plus profond moteur du changement des fonds, c'est le chalutage. Alors, imaginez sur des grands fonds, pas du tout préparés à ce moindre changement. En dehors de la destruction de ces écosystèmes, où un chalutage profond dans des coraux froids va demander des dizaines ou centaines d'années pour régénérer les milieux, je dirais que a-t-on besoin de cette ressource? L'humanité n'en a pas besoin. Autant la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un enjeu qui est compris. Autant la lutte pour la préservation de la biodiversité, eh bien, c'est un enjeu qui aujourd'hui n'est pas compris. Je pense qu'on n'explique pas suffisamment. Alors nous avons, nous, peut-être en tant que politique, une part de responsabilité, mais les scientifiques aussi. Pourquoi devons-nous préserver la biodiversité? Ça peut paraître évident aux personnes qui sont ici, dans cette salle. Ça ne paraît pas évident aux citoyens moyens. Et je crois que là, comme dans beaucoup d'autres domaines, nous avons à faire preuve de beaucoup de pédagogie. Le milieu profond, c'est vraiment la dernière frontière. Vous savez, on a surexploité localement, puis après on était plus loin, on a pêché d'autres espèces, et puis après on a pêché très profond. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train de pêcher très profond. Oui, c'est vrai qu'en termes de connaissance des milieux profonds, il y avait environ 1% des océans profonds qui avaient été échantillonnés. Donc c'est dire en effet à quel point on œuvre et on opère aujourd'hui les pêches un peu à l'aveugle. What we're currently catching there are again top predators. And so in a way we're repeating the same mistakes that we did in the shallow seas, where we took out the top predators first and then went down the food web to end up with anchovies and others. And we're doing the same thing now in the deep sea, and it's just not sustainable. Top predators have a very important role. They stabilize the ecosystem. If you take them away, you get all kind of exotic changes and species pop up that you never heard of before, and it really gets out of control. So since we don't even understand the role of the deep sea, I mean, really, there is no reason that I can think of, certainly no economic reason why this should be done. We should just leave it in peace. Il y a une chose qui est absolument fondamentale pour le fonctionnement de l'écosystème. Vous savez, en écologie, un écosystème, c'est quoi? Ce sont simplement des interactions entre les espèces. Si on brise ces interactions, c'est-à-dire si on exploite, si on modifie les habitats, on modifie ce fonctionnement de l'écosystème qui deviennent moins productifs. Et puis, en milieu côtier, on vient de s'en apercevoir, ça produit des choses indésirables. Alors, les choses indésirables, c'est généralement des espèces à faible durée de vie. Donc, ça peut être des méduses. Alors, il y a plein de méduses maintenant dans beaucoup d'écosystèmes. Where the science ends, you need precaution. And the precautionary approach that has been defined by the UN General Assembly is to do the research on these ecosystems before you allow fishing to take place. Many of these deep sea species live in extreme environments and have the potential to provide genetic material or compounds or chemicals that can prove very useful for pharmaceutical purposes, cures for diseases, cancer in particular, as well as for industrial products in the future. And to lose these species before we even know they exist, and the potential value to humankind that these species may provide in the future is really not a commonsensical way to approach this. Already in the shallow waters, because of the financial crisis, we have less money for research of this type. So really on the deep sea, we're not getting more, we're getting less. That means we are unable to say whether something can be done sustainably. The French Ifremer Institute has shown that for 3 main targeted species, you discard 100 other species. Do you think deep sea bottom trawling can ever become sustainable from an ecosystem perspective with respect to ecosystems? No. The problem is this. In the deep sea, a bottom trawl to go to 800, 1,000, 1,500 meters
has to be extremely heavy just to get to the bottom. So you have the weight of the trawl, you have the weight of the cable, then you have a ship that has to pull this trawl through the water at 3 to 5 knots. Anything that's in the way of this device is going to get broken up, pulled up, turned over, crushed, all the words you want to use as if you were driving a bulldozer across the bottom. Fishing with a trawl it's just not ever going to be environmentally sound. La régénération de tels écosystèmes ne peut pas supporter des méthodes de pêche violentes comme l'est le chalutage. C'est tout. Ces pêches profondes sont apparues dans l'histoire tardivement, dans les années 80, en résultante en fait de la surexploitation de ce qui était accessible en surface. Et donc c'est l'État qui, par le biais de la recherche, a financé le développement de ces pêches profondes. Donc sans les subventions publiques, sans l'encouragement que nos impôts ont donné, ces pêches-là n'existeraient pas en fait. On n'aurait pas ce problème aujourd'hui. Donc c'est vrai que puisqu'on a mis de l'argent à l'origine, on pourrait encore remettre de l'argent pour se sortir de l'impasse. Si on ne subventionne pas le modèle productiviste, il s'effondre de lui-même. C'est là où ça devient complètement absurde. C'est qu'au lieu de mettre l'argent, parce qu'on y met de l'argent, donc faisons des choix, ayons le courage de faire les choix. Mais ça veut dire que les politiques, ils doivent prendre leur responsabilité et dire la même somme. Les 10 que nous mettons là, nous devons les mettre ailleurs. Voilà. Pour ce qui est de la pêche industrielle, c'est qu'on gère un intérêt privé, en l'occurrence en France, celui d'un industriel et celui d'Intermarché, pour ne pas le citer, parce qu'il fait un chantage permanent à l'emploi. Permanent. Et que le politique, d'une manière générale, et ce n'est pas pour viser un tel ou un tel, mais enfin, il y a des moments où il faut quand même regarder les réalités, notamment dans le port de Boulogne, où on nous explique, au nom du chantage à l'emploi, ou des usines, parce qu'il n'y a pas que les chaluts, il y a aussi les usines que l'on fait, où l'on dit systématiquement le « on » et le « on » de l'industriel, qui lui parle beaucoup plus fort que le petit artisan pêcheur. Parce que le petit artisan pêcheur, il est isolé, il est tout seul, il a son bateau, il essaye tous les matins de se battre pour essayer de sauver sa peau, de payer sa TVA, ses cotisations, pendant que l'autre va faire un chantage d'ailleurs en disant « moi je veux être exonéré de ci, de ça et de ça encore, parce que sinon je ferme ». Et quand lui il dit « je ferme », bah évidemment c'est des dizaines ou des centaines d'emplois. Centaines d'emplois qu'il a piqués, au demeurant, aux artisans pêcheurs qui avant créaient eux bien plus d'emplois, mais qu'on a laissé au nom d'un productivisme bien construit, qu'on a laissé crever. Et je le dis là publiquement, le ministre français de la pêche se grandirait. Mais se grandirait vraiment à prendre l'intérêt maintenant qu'il doit porter. Et l'intérêt général, c'est qu'il faut interdire clairement les pêches au chalut en eau profonde. Ça détruit tout. Et finalement, on va arriver à ce monde absurde où c'est en détruisant qu'on va prendre connaissance d'un monde qui, jusque-là, vivait très bien sans nous. Foutons-leur la paix et faisons en sorte de vivre, encore une fois, en respect et en harmonie avec cette nature. I spent 10 years in the Philippines trying to improve fisheries in developing countries. When I came back to Europe, I was shocked by the fisheries in Europe being worse than in developing countries. Now we have addressed this problem, and we are on a good way on fixing it in the shallow seas around us. So we can manage those species sustainably. These are productive species. They have generation times of maybe 5 to 8 years, and they are really productive. You can take out roughly 20% per year on a permanent basis from these species. From what is there, you can every year take out 20% and enjoy it, and the stock will be okay, and will be large, and the ecosystem will be okay. This is not the case for the deep sea. There you would talk about maybe 5, maybe 3, maybe 2% that you could take out, but at what cost and at what damage? So that doesn't make sense. There's also one more aspect, is we don't really know the ecosystem role of the deep sea. We don't understand it yet. But we have first indications that if that deep sea is not functioning well, it might have big repercussions on the upper ocean. Alles andere, was wir in der Vergangenheit in der Fischerei gemacht haben, können wir, Herr Dr. Fröse deutete das ja vorhin an, können wir wieder reparieren. Das können wir in der Tiefseefischerei überhaupt nicht sagen. Das sind Dinge, dass ich sage, wir haben keine Zeit. Punkt. Es gibt Kolleginnen und Kollegen aus allen Fraktionen, die schon der Meinung sind, dass man die ökonomische Seite sehr ernst nehmen muss, wegen der Arbeitsplätze und allem, was da dran hängt. Ja, das muss man sicher.
Und ich kann auch so manche Nacht nicht ruhig schlafen, wenn ich weiß, dass ich mit meiner Entscheidung vielleicht 100 oder mehr Menschen arbeitslos mache. Aber ich kann noch weniger gut schlafen, wenn ich weiß, dass ich etwas zerstöre, das meine Enkel, Urenkelkinder und noch weitere Generationen nie erleben werden. Und das ist, glaube ich, die Verantwortung, die Politik hat. Und die muss sie sehr ernst nehmen. Ich denke, das tun wir. La question que l'on ne se pose pas, c'est a-t-on besoin d'aller chercher toujours plus loin, toujours ailleurs, ce que nous étions en capacité depuis des siècles de laisser renouveler par un système de pêche durable. La question de la pêche et la question de la durabilité me semble être, moi, la mauvaise approche. Parce que bien sûr qu'on peut trouver, mais combien d'argent on va investir là-dedans pour faire des recherches scientifiques précises, etc. Combien de fric on va paumer, argent qu'on ne met pas pour aider justement les petits artisans, pour aider. Donc il faut repenser le modèle. Voilà. La réalité de ce monde, c'est que la pêche en eau profonde doit être interdite, car on n'en a pas besoin, car elle est destructrice et car elle va nous obliger, si on ne le fait pas, à repenser notre modèle économique intelligemment et de manière, pour le coup, durable. Sur la pêche profonde, comme je le disais, espèces cibles biologiquement incompatibles, modèle économique fondé sur de l'argent public, techniques de pêche non sélectives destructrices, pas de création d'emplois, pas d'enjeu de création d'emplois. Même un enfant de 5 ans comprendrait qu'il faut arrêter ça. Donc je dis, où sont les enfants de 5 ans? Et peut-être que les enfants de 5 ans sont innocents. Et ce qui n'est pas le cas des gens qui prennent les décisions aujourd'hui, comme on l'a vu, où il y a des intérêts particuliers qui prennent le pas sur les enjeux collectifs, malheureusement. François Chartier à Greenpeace. Juste une petite remarque. On a dit que c'était un sujet éminemment politique. Ça n'est pas de manière classique. Ce n'est pas un conflit entre tel et tel parti au Parlement européen. Il y a un point de blocage aujourd'hui qui est très clair, c'est la France. Il y a à la commission pêche du Parlement 2 députés, un député UMP, une députée PS, qui bloque la progression de ce texte. Il y a aujourd'hui une mairie en Bretagne qui engage des lobbyistes pour travailler en faveur d'une entreprise pour désamorcer au maximum les avancées politiques qu'il peut y avoir dans ce texte. Et il y a un ministre des Pêches, ancien maire d'une autre grande ville de pêche qui est Boulogne, pour ne pas le nommer, qui au Conseil bloque systématiquement toutes les avancées. C'est la première chose qu'il a fait lorsqu'il a été nommé ministre, c'est d'aller discuter du règlement pêche profonde qui était encore à l'époque très embryonnaire. Ceux qui sont censés prendre les arbitrages ne le font pas. Tout à l'heure, on citait 2 députés européens français qui arrivent à bloquer quasiment tout un Parlement européen. On parlait de Frédéric Cuvillier, le ministre de la Pêche, qui arrive à bloquer le gouvernement français. Mais comment c'est possible? Oui, on peut parler de Frédéric Cuvillier, de son manque d'engagement, parce qu'il a des copains à Boulogne, parce qu'il n'a pas envie de se mettre à dos tous ses amis historiques, etc. Mais Frédéric Cuvillier, il a plein de chefs au-dessus de lui. Il y a déjà Philippe Martin, qui est nouveau ministre de l'écologie, qui est censé être le chef de Frédéric Cuvillier. Puis encore au-dessus de Philippe Martin, il y a un autre chef, il y a le chef du gouvernement, Jean-Marc Ayrault. Pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais sur ce sujet-là? Je pense qu'il s'en fiche totalement et que ce n'est pas un sujet qui l'intéresse. Donc, il laisse Frédéric Cuvillier faire ce qu'il veut sur cette question-là. Et puis encore au-dessus, il y a encore un autre chef, le chef de l'État. Pareil, quand on entend François Hollande ou Delphine Batho à l'époque parler de la réglementation en haute mer avec un discours plutôt ambitieux, plutôt courageux, il faut réglementer la haute mer, etc. Et en même temps, on ne fait rien là sur la pêche profonde. So Creton, it's a very small file. It should be a very easy file. And nonetheless, it's a bit of a difficult file. So why is that? Why it has become so politicized? Because starting from almost a French issue, it became a European issue because there was an argument that has been spread around that proved to be very convincing that if we do ban bottom trawling for the deep sea species, then this will be the beginning of a ban of trawling overall. Of course, this is not true. So in a way, we are fighting against not national interests, not economic interests, but we are fighting against a ghost often, the ghost of a ban on all trawling. We are talking about taking extraordinary measures to protect some extraordinary species. But why is it so difficult in Parliament? There are any number of reasons, but probably the main reason is that the deepwater trawl industry, which is a small industry in terms of the number of boats, but is a very political, powerful industry, have decided to band together and defeat this legislation in Parliament.
They have drawn the line and they said, we will not accept a piece of legislation that impacts our way of fishing. They have put forward a set of proposals which they claim will protect vulnerable marine ecosystems in the deep sea. When you read through those proposals in detail, which we have, they don't. These are proposals with very, very little substance. And they actually basically propose, let us, the industry, self-regulate. This is what we're up against here. And like the reference to Intermarché, a handful of vessels, minimal impact on the French economy or contribution to the French economy, but a very powerful company with strong political influence. We're seeing the same thing in Spain, we're seeing the same thing in Scotland, and even a few other countries. So that's, I think the industry has decided to fight this tooth and nail, and they have the money and the political influence to put up a very, very strong fight. Aujourd'hui, on a un cas de figure qui peut être historique, parce que si on arrive à se débarrasser de ça, je crois que ça envoie vraiment un message d'espoir sur les capacités des humains et donc de nos institutions politiques de prendre les décisions qu'il faut pour tourner le dos à des choses qui appartiennent au passé, qui sont, donc, on a vu 1000 fois non bénéfiques, mais même coûteuses pour l'écologie et pour l'économie. Donc voilà, continuer à suivre ce débat. Et pour terminer, des images exceptionnelles qui ont été tournées par Saint Thomas Productions, d'une créature incroyable, mythique, légendaire, puisqu'elle a donné lieu au mythe du serpent des mers, et qu'il est très difficile de croiser. Et donc on a trouvé que c'était un bon emblème, ce poisson, de la biodiversité marine qui échappe au regard même performant de la technologie d'aujourd'hui. Il a fallu attendre le 21e siècle pour filmer ce poisson qui vit jusqu'à 1000 mètres de profondeur dans les conditions qui ont été celles de ce tournage. On a eu cette chance de comprendre comment on pouvait filmer un poisson qui habituellement, comme l'a expliqué Claire, vivait à des très grandes profondeurs. On l'imagine dans son habitat qui est donc froid, perpétuellement noir, et on ne le connaissait jusqu'à présent que par des échouages. L'espèce qu'on va vous montrer, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle vit sur notre palier, au large des plus beaux quartiers de la France, au large de la Côte d'Azur. Comme disait Claire, c'est un symbole extraordinaire. Non seulement parce qu'il vit là, si près de chez nous, c'est un ambassadeur qui est venu nous rejoindre près de la surface. Et c'est là où c'est assez troublant, c'est qu'il a une habitude assez étrange. Il a une histoire d'amour mal résolue avec les câbles.